Jour 3 en Floride. Et aujourd'hui, on attaque enfin ce que j'attendais depuis des mois. Salut à tous, c'est Yanis, et aujourd'hui, je vous emmène avec moi à Disney World pour découvrir si la magie de Disney est vraiment à la hauteur de sa réputation. Mais au fait, c'est quoi exactement Walt Disney World? Beaucoup de gens pensent que c'est juste un parc d'attractions. En réalité, c'est carrément une ville dédiée au divertissement. L'histoire commence dans les années 60. Après l'immense succès de Disneyland en Californie, Walt Disney rêve d'un projet encore plus ambitieux. Un endroit où il aurait assez d'espace pour construire bien plus qu'un simple parc. Il achète donc, discrètement, des milliers d'hectares de terrain en Floride. Malheureusement, Walt Disney décède en 1966 avant de voir son projet aboutir. 5 ans plus tard, en 1971, Walt Disney World ouvre finalement ses portes avec un premier parc, Magic Kingdom. Aujourd'hui, le complexe s'étend sur près de 110 km². Pour vous donner une idée, c'est quasiment 2 fois la taille de Manhattan. Ouais, c'est gigantesque. On y retrouve 4 parcs à thème. Magic Kingdom, le royaume des contes de fées. Epcot, consacré à l'innovation et aux cultures du monde. Disney Hollywood Studios, dédié au cinéma et aux univers comme Star Wars ou Toy Story. Et enfin, Disney Animal Kingdom, qui mélange attractions, nature et animaux. À ça s'ajoutent 2 parcs aquatiques, plus de 25 hôtels Disney, un immense quartier de restaurants et de boutiques appelé Disney Springs, et même tout un réseau de transport avec des monorails, des bateaux, des bus et le célèbre télécabine Skyliner. Autrement dit, ici, on ne vient pas seulement passer une journée dans un parc, on entre dans un monde à part entière. Mais avant de commencer cette grosse journée, il faut prendre des forces. Alors, au fourneau! Au menu de ce matin, des gaufres égaux, comme dans Stranger Things, avec son petit supplément bacon. Je peux vous dire qu'on s'est bien régalé. Pas le temps de savourer, car on a une longue route à faire. Direction Walt Disney World. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que dès l'arrivée, on est déjà dans l'ambiance. On voit du Mickey de partout. Mais pour aller jusqu'à Magic Kingdom, on a choisi de prendre le petit bateau, histoire d'apprécier la vue, direction Main Street, USA. Après quelques minutes à remonter Main Street, ça y est, il est là, le château de Cendrillon. Et je vais pas vous mentir, c'était un sacré moment. Si vous êtes déjà allé à Disneyland Paris comme moi, la première chose qui frappe, c'est sa taille. Celui de Magic Kingdom, il fait à peu près 50 mètres, soit une quinzaine de plus que celui de Paris. Et avec un effet d'architecture, il paraît encore plus grand. Franchement, même en connaissant les photos par cœur, le voir en vrai, ça fait quelque chose. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ça y est, on est à Disney World. Après un spectacle d'ouverture qui nous a directement plongé dans la magie de Disney, il est enfin temps de passer aux choses sérieuses, les attractions. Et rien de mieux pour commencer que l'attraction de Blanche-Neige, qui est sûrement l'une des attractions les plus populaires de tout Magic Kingdom. Et franchement, je comprends pourquoi. Si t'as déjà fait celui de Paris, alors oublie tout ce que tu sais déjà. On n'est pas dans un simple parcours qui raconte l'histoire du film. Disney l'a complètement réinventé. Déjà dans la file d'attente, on traverse la mine des 7 nains dans des décors magnifiques, des pierres précieuses qui scintillent, des animations interactives. Je te jure, on a presque envie que la queue dure un peu plus longtemps, tellement tout est magnifique. Et une fois installé dans le wagon, c'est parti. Ce qui rend vraiment cette attraction vraiment unique, c'est que les wagons se balancent de gauche à droite comme des vrais chariots de mine. C'est pas le grand 8 le plus extrême de Disney, mais ça donne vraiment une sensation super agréable et rend le parcours vraiment plus vivant. Honnêtement, c'est exactement ce que j'attends d'une attraction Disney. C'est pas juste un roller coaster, c'est une histoire qu'on vit pendant quelques minutes, et autant vous dire qu'après ça, la journée commence vraiment très très fort. Après l'attraction de Blanche-Neige, on a continué notre exploration de Fantasyland, et franchement, c'est magnifique. En fait, ce que j'adore ici, c'est qu'on reste pas simplement dans un univers. En quelques minutes, on passe de Blanche-Neige à la petite sirène, puis à Peter Pan, Winnie l'ourson ou encore la Belle et la Bête. À chaque fois, on change complètement d'ambiance. On a d'ailleurs fait un petit détour par Mickey Fier Magique, un spectacle en 3D où Donald tente de rattraper le chapeau magique de Mickey. Et évidemment, rien ne se passe comme prévu. C'est drôle,
bourré de références aux grands classiques Disney, et les effets donnent vraiment l'impression d'être au cœur des films. Quelques mètres plus loin, impossible de passer à côté du village de la Belle et la Bête, et là, Disney a encore fait très fort. On retrouve la maison de Belle, le château au loin, mais surtout la taverne de Gaston reproduite à l'identique du film. Et juste à côté se trouve l'une de mes attractions préférées de Fantasyland, Haunted Mansion. Si vous êtes déjà là à Paris, vous la connaissez sûrement sous le nom de Phantom Manor. Les deux racontent une histoire similaire, mais avec une ambiance complètement différente. À Paris, Phantom Manor est beaucoup plus sombre, plus mystérieux, plus gothique. Ici, Haunted Mansion joue davantage sur l'humour noir et les illusions. C'est moins inquiétant, mais tout aussi impressionnant, avec ses effets spéciaux qui, malgré l'orage, continuent de fonctionner à merveille. Après avoir enchaîné toutes ces attractions, une chose est sûre, entre les kilomètres parcourus et toutes ces émotions, il est enfin temps de faire une petite pause et surtout de manger quelque chose. Une fois le ventre bien rempli, on reprend notre exploration du parc et on a juste le temps d'assister au passage de la célèbre parade Disney, toujours aussi efficace. Et après ce petit moment de magie, changement total d'ambiance, direction Adventureland. Ici, on quitte les contes de fées pour partir à l'aventure. On se retrouve au cœur d'une jungle tropicale, entre temples mystérieux, végétation luxuriante et villages inspirés des grandes expéditions. Et impossible de venir ici sans faire Pirates des Caraïbes. Si vous connaissez la version de Paris, vous allez être un peu surpris, les deux attractions racontent aussi la même histoire, mais ont chacune leur petite touche personnelle. Ici à Magic Kingdom, on retrouve bien sûr les célèbres scènes avec les pirates, les villages en flammes, les prisonniers, les chansons iconiques. On n'oublie pas bien sûr Jack Sparrow qui apparaît plusieurs fois au fil du parcours. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est le niveau de détail des décors. Chaque scène est remplie de petits éléments qu'on remarque presque pas au premier passage. Sans compter de l'immersion. On dirait qu'il n'y a pas de toit, qu'on est vraiment dans la ville. Et si je devais choisir, je pense que j'ai une petite préférence pour la version américaine qui, pour moi, est vraiment plus impressionnante. Pour moi, c'est vraiment une des attractions les plus emblématiques de Disney. Et on arrive maintenant sur un de mes coups de cœur de la journée, Tiana's Bayou Adventure. Honnêtement, dès la file d'attente, on est complètement transporté en Louisiane. La végétation est omniprésente, on entend les grenouilles, les cigales, la musique jazz que j'adore, et les décors sont tellement détaillés qu'on oublie presque qu'on attend pour monter dans un manège. Une fois à bord, l'immersion est totale. On accompagne Tiana et ses amis à travers le bayou dans une aventure pleine de musique, de couleurs, d'animatroniques ultra réalistes. Franchement, Disney a mis le paquet. Les personnages sont d'une fluidité impressionnante, les jeux de lumière sont magnifiques, il y a toujours quelque chose à regarder en fait. Et puis, il y a la descente. On la voit arriver de loin, on essaie de se convaincre que ça va bien se passer, mais une fois en haut, il n'y a plus de retour en arrière. Les quelques secondes de silence avant de basculer, puis d'un coup, c'est parti. Honnêtement, les sensations sont excellentes. C'est pas le grand 8 le plus extrême de Disney, mais la descente fait largement son effet. Et surtout, préparez-vous à ressortir trempé. Moi, je pensais m'en sortir avec quelques gouttes. Quelle erreur! J'ai pris une véritable douche. Entre l'histoire, les décors, la bande-son et la chute finale, je comprends totalement pourquoi cette attraction est devenue l'une des meilleures stars de Magic Kingdom. Pour moi, c'est un sans faute et clairement une attraction à ne surtout pas manquer. Après toutes ces émotions, on s'est accordé une petite pause devant un joli petit coucher de soleil. Mais la journée était loin d'être terminée. Direction Tomorrowland, le land qui imagine le futur vu par Disney. Ici, tout change. Les bâtiments deviennent futuristes, les néons remplacent le château, la musique sont plus électroniques et on a vraiment l'impression d'avoir voyagé plusieurs décennies dans le futur. Premier arrêt, Space Mountain. Alors je vais être honnête, j'avais beaucoup d'attentes et même si ça reste une attraction mythique, j'ai trouvé la version de Magic Kingdom beaucoup moins impressionnante que celle de Disneyland Paris. À Paris, les sensations sont plus intenses, le parcours est plus dynamique, on ressent vraiment la vitesse. Ici, le côté dans le noir fonctionne toujours aussi bien, mais on est ressorti en se disant que pour une fois, Disneyland Paris, il remportait clairement le duel. En revanche, la prochaine attraction a complètement changé la donne. Et oui, je viens parler de Tron Lightcycle Run. Et je peux déjà vous dire une chose, cette attraction vaut absolument toute l'attente. Pour vous dire, on a patienté 1h20 avant de monter. La file semblait interminable. Mais plus on avançait, plus on découvrait des décors incroyables inspirés de l'univers de Tron. Tout est ultra moderne,
baignés de lumière bleue avec une ambiance presque irréelle. On avait vraiment l'impression d'être entré dans un programme informatique. Et puis vient le moment de monter sur la moto, parce qu'ici, ça ne soit pas dans un wagon classique. Non, non, on est penché vers l'avant, exactement comme le life cycle du film. Rien que la position nous met déjà dans l'ambiance. Les portes s'ouvrent, le compte à rebours démarre, et là, une accélération complètement folle. En quelques secondes, on est propulsé à plus de 95 km/h avec cette impression de voler au-dessus de Tomorrowland. Honnêtement, le départ est l'une des meilleures sensations que j'ai jamais vécues sur une attraction de Disney, et c'est peu dire. On enchaîne les virages, les jeux de lumière, les passages dans le noir. Tout va extrêmement vite, mais en même temps super fluide. On a vraiment l'impression de participer à une course dans l'univers de Tron. Et même si l'attraction est assez courte, mais quelle claque! À la sortie, Nina et moi on s'est regardés et on était complètement d'accord. Sans la moindre hésitation, Tron est devenu notre attraction préférée de tout Magic Kingdom. Entre les sensations, les décors, la musique et l'ambiance futuriste complètement unique, Disney a réussi quelque chose d'exceptionnel. Direction monorail et cette première journée à Magic Kingdom a largement dépassé toutes mes attentes. Entre les décors, les attractions, l'ambiance, je comprends enfin pourquoi Walt Disney World fait rêver autant de personnes. Et pourtant le plus fou, c'est que c'est que le début. Il nous reste encore plusieurs parcs et je peux vous dire que l'aventure est loin d'être terminée. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un petit like, à vous abonner pour ne rien manquer de la suite. On se retrouve très vite pour la suite de ce road trip en Floride. À bientôt!